Donc je passe au focus thématique consacré cette semaine au soutien apporté par le ministère des Armées aux entreprises de la BITD afin d'accompagner leur performance et leur résilience. Le retour de la guerre sur le territoire européen marque un bouleversement majeur. Le président de la République a initié en juin 2022 l'entrée dans l'économie de guerre pour garantir à la France de disposer d'un potentiel militaire robuste, résilient et capable de soutenir un effort prolongé. Il l'a également rappelé lors de ses vœux aux armées lundi dernier. La logique industrielle est inséparable de la véritable souveraineté. La loi de programmation militaire 2024-2030 donne les moyens de ses ambitions. Et depuis bientôt 3 ans, le ministère des Armées a engagé une transformation en profondeur visant à renforcer l'outil industriel de défense. Cette transformation ambitieuse repose sur l'adaptation des moyens de conception, d'innovation, de développement, de production et de maintenance de ces équipements militaires. Ceci afin de répondre aux défis stratégiques d'aujourd'hui et de demain. Cette nouvelle dynamique s'est accompagnée de la création en 2024 de la direction de l'industrie de défense. Cette nouvelle entité est un outil clé pour piloter l'économie de guerre et elle agit également pour soutenir et développer la base industrielle et technologique de défense française. Et pour rappel, la BITD en France, c'est 9 grands groupes industriels d'envergure européenne et mondiale, 4500 PME, ETI, start-up, dont 1000 sont identifiés comme stratégiques, 220 000 emplois directs ou indirects. Et en effet, l'industrie de défense est un moteur d'activité dans les territoires. Je cède maintenant la parole à l'ingénieur général de l'armement Alexandre Laousse afin qu'il nous présente les actions menées par la DID pour garantir le développement, la souveraineté et la résilience de la BITD française. Merci Madame la déléguée. Bonjour à toutes et tous. Je suis l'ingénieur général de l'armement Alexandre Laousse, directeur de l'industrie de défense de la DGA. Comme ça a été indiqué par Madame la déléguée, c'est une jeune direction administrativement puisqu'elle a été créée en mars 2024, bien qu'on l'ait préfigurée depuis 1 an auparavant. Cette direction, elle incarne l'axe de travail sur l'industrie, comme ça a été dit, axe que j'ai eu l'occasion dans ma carrière de toucher plusieurs fois du doigt. Dans mon poste précédent de directeur de cabinet du DGA Joël Barre, ou encore quand j'ai piloté le site industriel des ateliers industriels de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu, en gros une usine de maintenance d'avions et d'hélicoptères de 1000 personnes, ce qui me permet de connaître les rouages, fonctionnement d'une usine, en tout cas quand j'en discute avec les industriels. Alors, comme ça a été évoqué, le contexte actuel est marqué par 2 parties. L'économie de guerre, qui a été très bien décrite par Madame la déléguée, donc je n'y reviendrai pas, où le président de la République ainsi que le ministre nous poussent à dire qu'il faut poursuivre les efforts entamés, mais même aller encore un peu plus loin, que je vais coupler avec un contexte économique, parce que quand on parle de soutien aux entreprises de défense, on est obligé de mêler les deux, avec plusieurs inflations, le coût de l'énergie, le coût des matières, les salaires qui augmentent, ça, ce sont des charges qui augmentent sur les entreprises, et puis la fin de la période de prolongation des prêts garantis par l'État, qui avait été octroyée pendant la période du Covid, qui font que on va arriver dans une période potentiellement de fragilité économique. Et donc, on doit d'un côté poursuivre l'augmentation de nos capacités industrielles, s'assurer qu'elles soient solides, avec un facteur global qui peut être potentiellement un facteur de fragilisation. C'est pour ça qu'on a une mission à la DGA qui est portée par ma direction, de soutenir les entreprises de cette base industrielle de défense pour s'assurer qu'elles sont en capacité de répondre aux besoins des armées à court terme, mais aussi, je dirais, à moyen terme. Donc, cette base industrielle de défense, si on peut passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Bon, il doit y avoir des animations qu'on peut passer, je pense. Ma direction n'est pas la direction qui passe les contrats aux industriels. C'est la direction qui va travailler en mode partenarial. Donc, on est au contact des industries au quotidien. Suivant 4 axes, le but, c'est d'avoir des entreprises qui soient pérennes, de qualité, performantes et résilientes. C'est un petit peu les 4 axes que je vais vous brosser pour décrire comment
on soutient nos entreprises. Alors la pérennité, ça commence par connaître les entreprises. Donc nous, on est au contact, mes équipes sont au contact direct, à la fois en centrale, mais aussi dans les régions. On a développé un réseau d'attachés industrie de défense en région. Toutes les régions sont couvertes. Ce réseau est déployé entièrement. Il avait été annoncé. Donc chaque président de région a aujourd'hui un personnel de la DGA et de la direction de l'industrie de défense qui est à sa proximité. Et puis aussi des visites que j'appelle terrain. Madame la déléguée l'a dit, la BITD, c'est 4500 entreprises. On en visite 1000 par an. Et quand je dis visite, c'est pas on les reçoit à Ballard avec du PowerPoint. Mes équipes sont dans l'usine. On regarde le bilan, on regarde comment ça se passe. Donc c'est ça que j'appelle une connaissance concrète et de terrain. C'est aussi, je dirais, un travail pour la pérennité. Le premier travail, vous avez entendu ça à de nombreuses reprises, de visibilité. Au-delà de la LPM qui donne la visibilité financière sur la durée, on s'est lancé l'année dernière dans un travail de note d'orientation industrielle. La DGA publie, donc ça c'est une nouveauté de 2024, sur un certain nombre de filières, une stratégie industrielle. On a sorti celle sur les drones aériens de contact, devrait sortir prochainement celle sur la filière de l'impression 3D, comment on compte l'utiliser dans les armées et comment la DGA va s'emparer du sujet, qui sont une façon de donner une visibilité plus thématique et plus ciblée sur des sujets aux entreprises, qui leur permettent aussi d'orienter leur propre action et d'avoir une vision de où est-ce que le ministère des Armées veut aller dans les sujets qui peuvent correspondre à leurs activités. Donc ça, c'est pour 2025, on prévoit d'en sortir une petite dizaine sur des thématiques variées, dont les drones navals et bien d'autres sujets. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler au cours de l'année. La qualité, qui est le deuxième sujet et qui fait le lien avec le troisième que j'évoquerai ensuite, la performance. J'ai au sein de la direction de l'industrie de défense le service de la performance de la qualité industrielle. Ce sont les gens qui sont au sein des usines pour, en mission première, vérifier la conformité des produits qui sortent des chaînes de production par rapport à ce qu'on a acheté. Mais en même temps, ce sont mes yeux sur le terrain. Deuxième façon d'avoir une vision concrète de la réalité de nos entreprises et de l'industrie. Et donc, ils vont nous remonter des constats, des problèmes de qualité récurrents, oui, non. Et je tenais à pointer un phénomène particulier parce que la qualité est vue souvent comme une contrainte. J'en reparlerai juste après. J'ai plusieurs récemment industriels qui plébiscitent en fait d'avoir cette activité pour une raison simple. Vous avez un effet ciseau qui a été marqué en 2024. Pas mal de départs d'anciens qui portaient un peu l'expérience de nos industriels, couplé à un besoin de croissance qui a augmenté l'embauche de collaborateurs dans les entreprises qui sont plus jeunes, qui n'ont pas d'historique sur nos produits, ce qui fait que mécaniquement, vous avez une proportion de gens expérimentés dans nos industries qui est en train de diminuer. Ce qui nécessite un contrôle qualité des produits qui sortent à renforcer pour s'assurer que, dans une équipe peut-être avec une expérience qui est toujours présente, je vous rassure, mais qui est en train de réduire, la capacité à avoir toujours des produits au meilleur niveau. Pour autant, les industriels plébiscitent qui est cette qualité, mais ils en veulent moins, au sens, vous l'avez entendu, simplification, pour aller plus vite, comment est-ce qu'on réduit les contraintes qu'on met sur les entreprises. Ce travail, il a été mené en 2024. On a pris 2 contrats par grand maître d'œuvre industriel, donc une dizaine de contrats environ pour faire une expérimentation. On a travaillé avec eux pour se dire, finalement, dans tous les contrôles qu'on fait en sortie de chaîne, lesquels sont vraiment indispensables. On a basé ce travail sur ce qu'on appelle l'approche par les risques. Donc mes équipes ont une expérience sur la durée. On s'aperçoit qu'on reportait un petit peu des plans d'inspection qui étaient historiques, je dirais. Et là, on a changé d'approche. Là où, quand on regarde, on ne découvre jamais rien, on se dit il y a peut-être moyen d'échantillonner, voire de ne plus regarder. Par contre, les endroits où, à chaque fois qu'on regarde, on trouve un problème de production, un dysfonctionnement, un problème dans le processus, il n'est évidemment pas question de relâcher la vigilance, surtout avec le facteur que je vous expliquais, voire on va la renforcer. Donc on va faire de la qualité qui va être ajustée aux justes besoins. À titre d'exemple, pour vous donner quelques chiffres, sur les 10 contrats qui ont été expérimentés, c'est des réductions entre 300 et 1600 heures de travail par an pour nos industriels qui ont pu être grappillés. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Et en termes de cycle, c'est des gains calendaires sur des cycles de production, entre quelques jours sur certains contrats de ce qu'on a trouvé, jusqu'à plusieurs semaines, qui vont pouvoir être, on va dire, enlevés et donc réduits du cycle de production pour
contribuer à les raccourcir. Les industriels qu'on a trouvés particulièrement collaboratifs, il y a Ariane Group et Airbus Hélicoptère sur la réparation des pales, par exemple, qui ont été très collaboratifs sur le sujet, qui ont permis, par une belle transparence, d'engranger des gains plus importants, et on est en train d'étendre la méthode. Comme la méthode offre des gains substantiels, et c'est aussi notre intérêt que les cycles se raccourcissent, on a validé la démarche et on va l'étendre sur un plus grand nombre de contrats dès 2025. Sur la performance, je ferai le lien. Le premier niveau de la performance industrielle, c'est celui d'avant, c'est faire bien, donc c'était la qualité. Mais on voudrait aussi qu'il fasse au meilleur niveau, comprendre plus vite, plus de capacité de production, bon du premier coup, donc pas avec des reprises qui allongent les délais. Et donc, on s'est doté d'une capacité de diagnostic performance industrielle sur la base d'embauche de profils particuliers. J'ai dans mes équipes des gens qui ont soit une expérience dans l'industrie, soit qui ont fait des formations dans ce qu'on appelle le lean management pour s'assurer des bons processus de production dans l'industrie, qu'on projette dans les entreprises. On a fait 9 diagnostics de ce type l'année dernière. C'était la première année. On peut citer, donc sur ces 9, j'en citerai quelques-uns. On est allé chez Pyro Alliance, qui est une petite structure qui avait besoin, à qui on a fait des recommandations pour, on va dire, optimiser le fonctionnement de son atelier, qu'ils ont bien accueilli, qu'ils vont mettre en œuvre. J'ai vu le patron, il est convaincu que ça va l'aider à progresser. Mais aussi des structures plus grosses comme Eurinco ou Naval Group à Cherbourg sur les sous-marins, où là, le but pour nous n'était pas de faire un énième plan qualité. Vous imaginez bien qu'un industriel comme Naval Group a déjà ses propres actions, mais c'était d'apporter des recommandations supplémentaires pour s'assurer que quand le sous-marin nucléaire de 3e génération entrera en production, il sera dans des conditions optimales et meilleures que celles qu'on pu être sur le Barracuda. On veut encore s'améliorer. Il faut qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. C'est ça la première façon de garantir la performance et les délais. Alors, des diagnostics, c'est bien, mais il faut des outils, parce qu'une fois qu'on se rend compte qu'il faut faire des choses, comment on l'améliore? Pour les PME, on a mis en place ce qu'on appelle un accélérateur défense. Toutes les PME n'ont pas un bureau des méthodes ou des ingénieurs dédiés qui peuvent les aider à retravailler le fonctionnement de leur atelier. Donc, on a mis une structure qui est subventionnée, à peu près 50%, qui leur apporte des conseils personnalisés, alors collectifs et personnalisés. On a lancé ça en mars dernier avec BPI France, donc la Banque publique d'investissement qui est notre partenaire, où on a une promotion de 30 entreprises dont on a pris certains qui sont, si vous vous souvenez bien, étaient dans la liste des goulets d'étranglement, c'est-à-dire les sous-traitants qui avaient des difficultés pour accélérer. Donc on les a mis dans cette promotion-là. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Les résultats sont probants, donc on va renouveler l'expérience en 2025 avec une nouvelle promotion qu'on va lancer 25 ou début 26. On verra ce qu'on sera capable de faire. Et puis surtout, la démarche a fait des petits dans notre relation avec les régions, au travers nos attachés en région. On a fait, dans le dialogue avec les régions, les présidents de région étaient intéressés par cette démarche pour créer des accélérateurs régionaux au niveau des bassins d'emploi. Et on est en train de regarder comment coordonner notre accélérateur national avec les accélérateurs régionaux pour avoir un maximum d'impact et pouvoir faire bénéficier un maximum d'entreprises de ce dispositif. À titre d'exemple, les accélérateurs existants, vous en avez en région Bretagne. On a inauguré conjointement un accélérateur qui s'appelle EcoDef dans les Pays de la Loire, ça c'était en 24. Et puis on est partenaire du réseau entreprises de défense en Ile-de-France qui poursuit le même objectif. On pense qu'on va en créer un en 25 ou 26 avec la région Grand Est et puis en région Occitanie également. Donc on se donne les moyens d'avoir des outils. Comme je disais, on n'est pas juste dans le diagnostic. Une fois qu'on a diagnostiqué, il faut apporter des solutions. Dernier point, la résilience. On veut apporter de la résilience sur nos entreprises de deux manières. Le financement de la BITD, j'y reviendrai plus tard, donc je ne vais pas le développer là. Mais aussi en résilience économique, on intervient sur la protection des savoir-faire dans nos entreprises. Le contrôle des investissements étrangers en France est piloté par Bercy. À peu près la moitié des dossiers dans les chiffres qui sont publiés concernent les entreprises de défense. C'est la DGA qui prend la main à ce moment-là, et en particulier mes équipes, pour mener les négociations avec l'investisseur étranger et garantir la protection de nos intérêts.
Juste un chiffre, en 2024, c'est 142 dossiers. Donc, c'est quand même, en gros, un dossier, retenez ça, un dossier tous les 3 jours. Donc, il y a quand même une volonté d'acquisition d'une entreprise qui peut nous concerner, qui tombe tous les 3 jours en continu. Et puis, sur ces 140 dossiers, c'est 57 qui ont donné lieu à une lettre de condition, ce qui montre qu'on n'est pas un frein à l'investissement étranger. On ne met pas des conditions pour le plaisir, on n'en met que sur les cas nécessitant absolument. C'est aussi la protection des brevets. On a revu plus de 15 000 brevets l'année dernière pour s'assurer que nos intérêts ne sont pas, remis en cause. Et en même temps, on promeut le dépôt de brevets. Donc, on crée aussi de la charge auprès des PME notamment. Alors, pour faire toutes ces actions, on a mis en place un plan, le plan PEPS. Donc, l'acronyme est simple, plan pour les ETI, PME, Start-up. Ça fait PEPS. On n'a pas fait quelque chose de compliqué. Ce plan, il est ministériel. Il est une version renforcée du plan précédent qui s'appelait Action PME. Il a été publié en juillet 2024. Il concerne les 26 000 entreprises fournisseurs du ministère des Armées. Donc, on couvre avec ça 26 000 entreprises, dont les 4 500 qui travaillent au profit des programmes d'armement, que ce soit du développement, la production, la maintenance et bien évidemment la conception et l'innovation. C'est un périmètre ministériel, ça veut dire que ce n'est pas un plan de la DGA, ça couvre aussi les actions menées par les armées, par le secrétariat général pour l'administration, ça couvre toutes ces actions-là. Dans ce plan, vous le voyez, un certain nombre d'axes qu'on pourra développer s'il y a des questions, mais qui reprennent peu ou prou le fait d'avoir un dialogue de proximité. C'est pour ça qu'on s'est déployé dans les bassins d'emploi. La résilience, le lien armée-nation, c'est tout le contact qui est fait dans les visites au niveau des entreprises. Favoriser tout ce qui est le financement. On suit nos délais de paiement, on paye nos entreprises, toutes les entreprises qui sont à paiement direct, c'est un petit peu moins de 7 milliards vers des PME qui sont financées directement par le ministère. On paye dans un délai moyen de 14 jours, ce qui est en dessous du délai réglementaire. Et puis, on est un tiers de confiance. On met en place une hotline qui permet aux PME de nous appeler directement, quel que soit le problème qu'elles ont avec le MINARM. Charge à nous de trouver le bon interlocuteur. Ce n'est pas un patron de PME de connaître la complexité de l'organisation de l'État et du MINARM en particulier. C'est notre boulot, c'est nous qui le faisons. À titre d'exemple, on a reçu 350 appels l'année dernière, donc c'est, on va dire, un petit peu plus de 1 par jour. Et on traite en moins de 2 jours la demande. Alors, on traite, ça ne veut pas dire qu'elle est solutionnée, ça veut dire que le sujet est pris en main. Évidemment, il y a des sujets simples, il y a des sujets compliqués. On a pas mal d'outils comme le label utilisé par les armées françaises en soutien à l'export qui permet aux entreprises, quand elles vont voir un client potentiel étranger, de se prévaloir du fait que leur matériel ou le composant ou l'équipement qu'elles produisent est à bord d'un équipement utilisé par nos armées. Ça a une grosse valeur, à l'export. Enfin, sur ce point, je citerai le fait qu'on met en place des tours dans les régions. On en a fait 5 l'année dernière. Ça a permis de toucher plus de 700 entreprises qui étaient présentes. Et puis, on les met en relation avec des donneurs d'ordre, donc qu'elles soient de la BITD ou pas, pour essayer de créer du business entre ces entreprises PME et les donneurs d'ordre. Planche suivante, s'il vous plaît. Pour 2025, on a 3 gros enjeux particuliers, en plus de toute la partie sur lesquelles on avait déjà pu communiquer, qui était augmenter les productions, passer des commandes, simplifier, que j'ai déjà évoqué, qui sont le financement privé de la BITD, les ressources humaines et le niveau de cybersécurité de nos entreprises. 3 sujets qui sont majeurs pour la résilience et la performance. Sur le financement, je ne reviendrai pas, sauf question, sur le fait qu'on a des fonds d'intervention comme Definvest ou le Fonds Innovation Défense qui nous permettent d'investir capitalistiquement dans les entreprises. On a des outils pour faire des prêts garantis, on a ce genre de choses, mais plutôt sur la feuille d'action qui est en route. J'avais eu l'occasion d'indiquer qu'on a mis en place des référents défense au sein des établissements bancaires. Ça, c'est fait. On a une médiatrice des banques au sein de la DID qui permet de traiter les dossiers des PME lorsqu'elles pensent que leur dossier de financement aurait été exclu pour des raisons de contribution à une activité défense, donc qui serait une espèce d'exclusion à l'activité. Donc on intervient dans ce cas-là pour résoudre ce point-là.
On est en train de faire une revue de toutes les politiques d'investissement des banques pour s'assurer que, vous savez, il y a toujours un paragraphe qui s'appelle exclusion. On investit sauf dans ces secteurs-là. On s'assure qu'il n'y a pas de terme ambigu d'exclusion de la défense, qui est une mission régalienne et plus qu'honorable, bien évidemment. Et on s'assure qu'il n'y ait pas l'utilisation de termes ambigus comme armes controversées. Le ministre a eu l'occasion d'évoquer ce point-là dans son discours aux Invalides. Armes controversées n'a pas de définition légale. On est en train de travailler pour que le bon vocable juridique soit utilisé, qui est arme interdite. Il y a ce qui est interdit, le reste est utilisable et est autorisé. Plusieurs banques ont déjà accepté de remettre à jour leur politique d'investissement pour corriger. Donc on est en train de faire ça pour contribuer à éviter qu'il y ait des exclusions sur la base de ce genre de texte interne. On ne s'arrête pas aux banques, on va aux assurances, parce que si vous avez un prêt mais pas l'assureur pour le garantir, vous êtes une PME, vous n'avez toujours pas de solution de financement. Et puis, rien ne nous fait peur, on ira voir aussi les mutuelles, parce qu'elles sont parfois actionnaires des deux premiers, soit des banques, soit des assurances. On travaille avec la Banque européenne d'investissement aussi, on a de belles avancées dans le domaine, mais je pense qu'elles seront évoquées lors d'un événement qu'on est en train de préparer avec Bercy, qui devrait avoir lieu normalement en mars au niveau des 2 ministres. Je ne vais pas donc détailler les événements qui seront annoncés à ce moment-là et qui associera donc le ministre Lombard et le ministre Lecornu sur le financement de la BITD. On travaille aussi à Bruxelles sur les futurs règlements ESG. Et puis, un sujet important, on travaille dans le cadre du plan PEPS que je vous ai présenté avant, sur ce qu'on appelle le ruissellement des finances au sein des chaînes de sous-traitance. C'est un chantier qu'on va pousser en particulier en 2025, s'assurer que l'argent qu'on met en haut est bien réparti dans toute la chaîne et permet aussi aux entreprises sous-traitants de rang 1, 2 ou 3 d'être financées correctement et suffisamment pour pouvoir aussi porter des efforts d'auto-investissement. L'effort RH, on s'en est emparé, bien que ce soit notre métier de départ, parce que c'est un des freins importants à nos entreprises pour se développer. On a mis en place un observatoire des métiers qui a rendu ses conclusions sur ce qu'on appelle les métiers en tension. 8 métiers sur 10 dans nos entreprises défense font partie des métiers en tension. C'est les soudeurs, les ajusteurs, les usineurs, certains métiers de contrôle par radiographie. Et on a complété ça par une enquête RH auprès de la base industrielle technologique de défense qui a permis de se rendre compte qu'il y a des emplois non occupés aujourd'hui. Vous avez probablement entendu le chiffre des 10 000 emplois. L'enquête a montré 3 000 emplois inoccupés, mais on avait un taux de réponse qui était un tiers de la BITD. Donc par extrapolation, on retombe sur ce chiffre de 10 000 emplois, de l'ordre de 10 000 emplois qui sont on va dire, à couvrir au sein de la BITD. Même logique, le constat c'est bien, mais l'action c'est mieux. On a mis en place à Euronaval une convention avec France Travail qui va mettre à notre disposition une partie de ses outils et faire du travail avec les entreprises de défense. En 2024, l'année dernière, on a organisé un e-forum de l'emploi. Pendant 15 jours, les 15 derniers jours de mars 2024, toutes les agences je dirais de France Travail ont organisé des rencontres de l'embauche pour les entreprises de défense. On a tiré le rétex de cette opération, on va l'améliorer. On va refaire la même chose en 2025, probablement au deuxième trimestre. Dernier point sur les RH, on travaille avec les régions. Dans la décentralisation, les régions ont une compétence importante sur la formation professionnelle. On est en train de travailler pour voir comment mettre en place des offres de formation, éventuellement des écoles des métiers, qui pourraient être cofinancées pour partie par des industriels et pour partie par les régions. Donc vous le voyez, une fois qu'on mesure les effets, on se donne les moyens d'avoir des outils pour répondre à ces enjeux. Dernier point, la cybersécurité. J'ai une équipe dédiée au sein de ma direction pour sensibiliser les PME et les pousser à se diagnostiquer, améliorer leur niveau de cybersécurité. On a réactivé un dispositif qu'on a rendu plus dynamique l'année dernière sur les diagnostics cyber, qui sont subventionnés à 50%. On en a fait, sur les 8 derniers mois de l'année, on a fait 100 diagnostics cyber, ce qui est bien pour un nouveau dispositif, mais on va accélérer parce qu'on veut pousser ça plus fort. Et de la même manière, on met en place des outils pour aider les PME à résoudre les problèmes, pour s'équiper.
je dirais, avec des moyens qu'on appelle de remédiation, donc des solutions, soit logicielles, soit d'organisation, où on va les subventionner aussi à hauteur de 50%. À savoir qu'on a créé un référentiel de maturité cyber adapté aux PME, on va y aller par étapes. Et en parallèle, on a négocié des clauses d'achat avec les groupements de l'industrie de défense qui vont arriver dans les contrats DGA dès cette année. Les industriels de défense ont l'obligation de le cascader dans leur contrat de sous-traitance, ce qui va nous permettre de dire que ça devient finalement quelque chose d'obligatoire, d'aller se faire diagnostiquer. On fera une montée en puissance adaptée aux PME. On n'a aucun intérêt à leur mettre une pente trop raide si elles ne peuvent pas l'absorber. Pour autant, il faut les pousser à commencer à monter dans l'escalier. Sinon, c'est une charge, une contrainte. C'est jamais la priorité. Comme ça va devenir contractuel, ça va le devenir. Toutes ces actions, ça nous permet de nous assurer qu'on a un tissu industriel résilient contre des attaques extérieures, donc des menaces, des aléas économiques, qu'elles soient performantes en faisant bien et en faisant mieux encore demain. Et puis surtout de nous assurer qu'elles sont pérennes parce que la compétitivité, la qualité, la performance, c'est une des conditions aussi de la pérennité que je citais en premier tout à l'heure. Voilà un petit peu les gros enjeux, les gros axes qui s'ajoutent, je dirais, à tous les autres axes que vous connaissez déjà et qu'on mène dans le cadre du chantier économie de guerre et qu'on va évidemment poursuivre cette année